L'Héraclite est un voilier qui surprend toujours. Pour les enfants, c'est un bateau de pirate. Pour les marins, une jonque chinoise. Quand il jette l'ancre dans le port de Singapour, tout le monde parle du dragon des mers, tapis sur l'eau, aux 3 ailes déployées. Cet étrange voilier est devenu un bateau scientifique qui étudie les fonds sous-marins et cartographie les récifs coralliens autour de la planète. Le bateau porte en lui tout l'univers de son créateur, John Allen, jeune homme de 74 ans, scientifique, visionnaire et écrivain. Un diplôme d'ingénieur à la Harvard Business School en poche, il parcourt le monde en travaillant pour des sociétés minières. Au fur et à mesure de ses voyages, il a constitué une équipe d'explorateurs, de scientifiques qui vont l'accompagner dans ses projets. On dit que les bateaux ont une âme, et l'âme de l'Héraclite a été polie et aiguisée par 3 générations de scientifiques et de marins qui ont exploré tous les océans, d'un pôle à l'autre. L'aventure scientifique de ce bateau, qui semblait une utopie il y a 30 ans, se révèle indispensable aujourd'hui pour veiller à la sauvegarde des récifs coralliens, poumons des océans. Les coraux sont les forêts tropicales des mers, et ces forêts invisibles ont été négligées. Les récifs coralliens sont le lieu de naissance et de vie d'un quart des poissons de la planète. Ils nourrissent 10% de la population mondiale. L'équipe de John Allen a créé PCRF, Planetary Coral Reef Foundation, une fondation dédiée à la sauvegarde des barrières de corail. Il y a 30 ans, quand John Allen a initié cette aventure en construisant l'Héraclite, on parlait d'utopie. Et c'est dans le désert du Nouveau-Mexique que John Allen a conçu ce bateau, à la fin des années 60, les années de la Beat Generation, où tous les rêves étaient possibles. Une de nos bottes secrètes, la devise que l'on avait adoptée en 1967, « Rêve grand, jamais petit ». Tout autour de nous, on peut voir des gens qui ont compris que le rêve n'est pas cette idée bien occidentale, à savoir une répression de l'inconscient. Ce n'est pas une force alien qui surgit de l'espace, mais rêver, c'est l'essence de l'être humain. La manière dont nous rêvons et l'ampleur de nos rêves déterminent nos vies et ce qu'on en fait. Flash, je l'ai rencontrée brièvement en Inde, ensuite au Vietnam. Elle travaillait dans un dispensaire le long de la piste Ho Chi Minh. Et là, on a découvert que l'on avait des objectifs communs dans la vie. L'un était bien sûr l'esprit d'aventure, l'autre de tenter le mariage entre la science et l'art. On est venu ici après cette fameuse année 67 à San Francisco. C'était un moment majeur dans ce pays, une révolution. Les choses bougeaient, on changeait tous. J'ai changé. Nous ne voulions pas vivre comme avant. Nous n'étions qu'une bande de gosses sortis tout droit de la ville. Nous n'avions aucune idée de ce qu'était la vie, la survie. C'était une vie merveilleuse. Puis il devint évident qu'on ne devait pas s'en tenir à un seul endroit, mais voyager autour de la planète. C'est là où le bateau a été conçu. Aussi étrange soit-il, dans le désert. Le fait que ce soit presque impossible nous excitait encore plus.
Il nous fallait construire le bateau pour étudier les écosystèmes, parce qu'on avait atteint les limites de ce que l'on pouvait faire sur Terre. Donc on devait considérer ce monde comme une planète d'eau, et aller voir cet univers d'océans, de fleuves, de marais et de récifs coralliens. Nous avons beaucoup travaillé sur le design de la coque en prenant des cours par correspondance et en travaillant avec le bureau d'architecture navale de Hambourg. On ne savait pas où construire le bateau. Assez curieusement, on avait envoyé 2 équipes en repérage et toutes les 2 ont trouvé le même endroit, car c'était le seul lieu dans la baie où on pouvait construire un bateau gratuitement. Et c'était au 5, rue de la Marina à Auckland. Ça y était, on avait notre endroit. On devait aussi gagner de l'argent et garder le moral. Nous faisions aussi du théâtre. J'ai donc écrit 2 pièces, Shakespeare et Fitton, et Brecht rencontre Artaud. On a joué ces pièces à San Francisco et à Berkeley, ainsi qu'à UCLA où on a été payé $2000. On était débrouillards pour trouver les matériaux du bateau. On n'avait pas beaucoup d'argent. On a trouvé des matériaux un peu partout. En général, c'était de la récupération. L'être humain est l'espèce la plus sous-estimée par le système actuel. Clairement, tout ce qu'un être humain peut faire, tous les autres peuvent le refaire. Tout ce que vous voyez autour de vous, que ce soit un vaisseau spatial, un igloo ou un bateau, tout a été construit par le travail et l'intelligence de l'homme. L'argent s'est approprié le travail et l'intelligence. Tout a été construit avec ça, et ça, et ça. Tout. On ne pouvait mettre le bateau à l'eau qu'à la marée la plus haute. On devait donc le construire rapidement, on n'avait que 6 mois. On avait une date butoir. Pour rester dans les temps et jouer nos pièces de théâtre, on a travaillé 6 jours par semaine, parfois aussi le dimanche, à raison de 14 heures par jour. L'histoire de l'humanité le prouve bien. Quand on suit un leader, tôt ou tard, tout s'écroule. Mais si l'on a un projet et que l'on y travaille avec acharnement, il doit s'adapter à toutes les situations. Un projet n'a pas d'idéologie, il n'a pas d'ego, il ne demande qu'à être réalisé. L'Héraclite était un rêve, et ce rêve était celui des gens de la mer. L'humanité n'avait pas encore appris à vivre en mer, mais sur terre. On était des aliens sur cette planète eau. On avait atterri sur cette terre au cours d'une évolution, d'un processus cosmique, et nous nous sommes établis sur les îles, ces terres où tout a commencé par quelques voyages ici et là. En fait, il fallait avoir un bateau qui soit le prototype d'une façon de vivre sur l'eau, de s'y déplacer et visiter les îles, les continents.
En octobre 2003, à San Francisco, l'Héraclite revient pour la première fois fêter ses 30 ans sur son lieu de naissance. Après une traversée du Pacifique de 4 mois, le voilier réunit enfin les 3 générations d'équipage pour passer à nouveau sous le pont du Golden Gate. Michel Lipitch est français. Depuis 10 ans, c'est le chef d'expédition à bord du bateau. Klaus Eberle, dit Ibis, est allemand. Ce plongeur émérite est le capitaine de l'Héraclite depuis 20 ans. Orla de Herty est irlandaise. Ingénieure chimiste, elle est responsable des missions coralliennes depuis 4 ans. Et là, tu peux entrer réellement dans le nouveau monde. Le bateau y est entré, je suis ressorti, et aujourd'hui, l'Héraclite rentre à nouveau. Vas-y, Eddie, c'est le moment. There's champagne down there. Nobody can tear themselves away from the deck. Et que le voyage ne s'arrête jamais jusqu'à l'espace. Nobody can tear them away from the champagne, the view, the air. Surviving the storm. Marc Von Tillo, dit Laser, ingénieur de PCRF, s'occupe depuis plus de 20 ans de la logistique de l'Héraclite. Abigail Elling, dite Gay, biologiste de renom, diplômée de la Yale University, a mené les expéditions de l'Héraclite pendant 20 ans et dirige aujourd'hui PCRF. Ce qu'il y a de plus remarquable chez Gay, c'est qu'elle a ce qu'on appelle aux États-Unis le sens des autres. Ce qui veut dire qu'elle s'adapte à chacun, peu importe son niveau social. Et je l'ai vu négocier avec des têtes couronnées, des premiers ministres, mais aussi des gens comme moi, des gens ordinaires qu'on croise dans la rue. Elle ne change jamais. Elle touche l'essentiel en chacun et n'oublie jamais ses objectifs. Le soutien apporté à l'Héraclite est planétaire. J'ai constaté au fil des ans que lever des fonds pour le bateau était un vrai casse-tête. Quand on a créé PCRF, je me suis découvert une âme de femme d'affaires. Ce qui veut dire être assise derrière un bureau. Et pour moi, c'était très frustrant car je voulais être sur le bateau, plonger, vivre toutes les aventures de ma vie d'avant. Je me suis retrouvée à chercher de l'argent et gérer les affaires de la fondation. C'est intéressant de voir la plupart des gens investir dans des projets locaux. Il leur est difficile de comprendre pourquoi c'est essentiel d'étudier l'ensemble des coraux de la planète. En fait, c'est un échange incessant. Amener les gens à s'investir dans ce que nous faisons et les éduquer et les sensibiliser à la protection des coraux, leur faire comprendre pourquoi les coraux sont les indicateurs de la santé de nos océans et pourquoi les gens doivent soutenir notre projet de satellite qui, sur le long terme, nous fournira des informations quotidiennes sur la santé de notre environnement. En 2001, on a signé un accord avec le MIT pour mettre en place ce système de satellites destiné à cartographier et contrôler l'état des récifs coralliens. Nous avons amené à bord des scientifiques du Scripps Institute et d'autres de la NASA pour prendre en main les opérations
Elle a vraiment compris la science des écosystèmes. Depuis, on a été comme les deux doigts de la main dans la compréhension de la science des écosystèmes comme étant un système opérationnel. Pas seulement comme un concept, mais comme une réelle expérience vécue. Je dirais même aujourd'hui qu'elle comprend mieux que quiconque cette science. Bien mieux que moi, c'est sûr. Un des secrets de l'aventure est prends ton cœur, lance-le devant toi et cours pour le rattraper. J'ai vu grandir une formidable équipe d'individus qui aiment le bateau et portent en eux ce rêve des gens de la mer. Donc je pense qu'il est temps pour moi de passer le relais à des personnes comme Orla, qui est en charge de la science, Ibis, qui est le meilleur capitaine que j'ai rencontré dans ma vie, et Michel, qui est un formidable chef d'expédition, et puis les autres qui arrivent derrière. C'est une chance pour eux de prendre la relève et d'atteindre ensemble le niveau supérieur. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux qui viennent du monde entier, et plus spécialement d'Europe. La nouvelle génération, des jeunes qui rejoignent le bateau et apprennent à naviguer en mer. Donc nous avons ces programmes de 9 mois où de nouvelles recrues qui ne sont jamais sorties en mer apprennent toutes ces choses et se frottent à d'autres cultures lorsque nous les croisons dans les îles. Ils commencent alors à comprendre la différence entre leur culture et celle spécifique du bateau. Le bateau fonctionne avec un système d'apprentissage. Il y a toujours un apprenti ingénieur, mais il y a aussi un apprenti capitaine. En ce moment, Carole est l'ingénieure, mais elle est aussi le premier officier. Elle apprend le pilotage du bateau et elle sera prête à temps pour devenir le nouveau capitaine. Il y a quelque chose dans mon cerveau qui rend la mécanique évidente. Il y a un déclic en moi quand je vois des objets qui ne fonctionnent pas. Je réfléchis déjà à comment les réparer. Je ne peux pas y échapper, c'est plus fort que moi. Le bateau a navigué au fil des ans sur plus de 300 000 km, 350 000 km. C'est quasiment la distance de la planète Terre ou de la planète O à la Lune.
Un des moments forts, en tout cas pour moi personnellement, c'est lorsque nous avons passé le Cap Horn. Le Cap Horn est un jalon pour les navigateurs et c'est un endroit très spécial à traverser. Parce que c'est un des endroits les plus durs à traverser, c'est une très grande fierté que de voir le Cap Horn s'éloigner derrière soi, alors qu'on poursuit sa route vers le sud, vers l'Antarctique par exemple. Je considère le bateau comme ma maison. C'est ma base à laquelle j'appartiens et où je vis. Si je ne suis pas sur le bateau, j'ai l'habitude de voyager. Et là où je vais, je parle du bateau et de ce que je fais. À bord de l'Héraclite, je suis chez moi. Vraiment chez moi. Pour moi, le bateau est un être vivant. Ce n'est pas qu'un bateau, ce n'est pas une chose dénuée d'âme. Le bateau a une âme. Il a sa propre individualité. Oui, c'est un être vivant. Ok, voici Rangiroa. C'est le plus large atoll des Tuamotu. On est à 1 mile des côtes, on va rentrer par cette passe, ici. Je dois vous expliquer notre arrivée par cette entrée. On va rentrer par la passe de Tiputa. On doit se dépêcher pour traverser la passe à marée basse et aller s'ancrer ici, dans le lagon. Chacun à son poste, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Orla va nous expliquer l'organisation de nos expéditions scientifiques. On sera ancré ici. Comme ça, on aura un accès facile aux 2 passes. On pourra étudier les coraux à l'intérieur et étudier les coraux de l'autre côté de la passe. On va voir la vitalité des coraux, puis les cartographier en faisant nos transects et on identifiera les poissons pendant notre séjour. We go now? Let's go! Pour trouver un site propice à cartographier, on détermine tout d'abord le récif à étudier, sur lequel on effectue plusieurs plongées pour avoir une vision d'ensemble du récif, et ainsi sélectionner ces éléments les plus représentatifs.
Il y a plusieurs facteurs pour choisir l'endroit du récif que nous étudions. D'abord, on choisit des récifs assez larges pour être visibles de l'espace, afin de pouvoir travailler avec des images satellites. Ensuite, on envoie une équipe de plongeurs qui vont délimiter le transect et filmer le long des lignes du transect. C'est une méthode que l'on utilise sur différents points du récif et on pourra comparer leur évolution soit en revenant sur les sites du transect, soit en regardant les vidéos. À partir de là, des copies sont envoyées au laboratoire de Phil Dustan à l'université de Charleston pour les étudiants du monde entier pour les aider dans leurs études des récifs coralliens. Les coraux meurent. Tout autour d'ici, ils meurent. Pas trop à l'extérieur, surtout à l'intérieur du lagon. Mais ce n'est pas joli à voir. Sur chacun, on voit une frange malade et blanche. Les coraux commencent à blanchir. Les coraux peuvent mourir de diverses façons. Mais d'un point de vue global, sur les coraux, il y a deux problèmes majeurs. L'un est le réchauffement de la planète, l'autre est la pollution industrielle ou organique. Peu importe où elle a été déversée, elle sera transportée par les courants tout autour de la planète. On a pu le constater dans des endroits les plus reculés où il n'y avait ni industrie, ni tourisme. Des îles isolées au milieu de nulle part. Les coraux meurent de la pollution charriée par les courants. Ce n'est pas seulement un problème local. Il y a une vraie urgence écologique globale et planétaire, car les récifs coralliens sont une ressource pour nous tous, et leur vie même est en jeu. Ce site-là, à l'extérieur, n'est pas si mal. Il y a des dégâts et des coraux morts, mais il y a aussi des repousses. Le site sur lequel on a plongé aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur. Mais à cause des conditions météo, il y avait de grosses vagues et du courant. On a choisi l'endroit le plus pratique pour plonger et faire notre transect. Mais il y a des endroits plus préservés de l'autre côté. Putain, on peut plus pisser en paix ici ou quoi? Oh, pas normal ça, hein? On va saisir les informations dans l'ordinateur. Carole et moi, nous avons identifié les coraux, nous les avons notés sur nos ardoises et maintenant nous allons entrer les données dans l'ordinateur et noter les points GPS de nos plongées. Michel va nettoyer la caméra et mettre la cassette en sécurité. Et tout ça vite fait avant le déjeuner. En 1995, lorsqu'on a lancé nos expéditions tout autour du monde pour étudier les récifs coralliens, nous sommes associés à l'Université de Columbia et au Scripps Institute pour étudier les questions de climatologie mondiale, tel El Niño et ses conséquences sur le réchauffement de la planète. Les récifs coralliens sont comme les arbres, ils nous laissent des anneaux d'informations. Quand nous faisions des forages dans les coraux, on prélevait un tube d'une épaisseur de 1 pouce parce que les coraux gardent des informations sur
la température de l'eau et sur les précipitations. Tandis que le bateau traversait la mer Rouge, l'océan Indien et l'Asie du Sud-Est, nous pouvions approvisionner les laboratoires de Columbia et du Scripps Institute pour essayer de comprendre ce qu'il était arrivé aux coraux durant ce siècle. Les revenus issus de l'exploitation des récifs coralliens s'élèvent à 375 milliards de dollars par an. Ils proviennent de la pêche, du tourisme et de tous les produits dérivés. C'est un revenu considérable qui disparaîtrait avec les récifs coralliens. C'est un vrai risque d'hécatombe. Ce que l'on perd aujourd'hui, on ne pourra jamais le retrouver. L'Héraclite a coulé lors du cyclone Hugo, avec 4000 autres bateaux à Porto Rico. Et Laser a été l'une des 3 ou 4 personnes à accomplir une tâche herculéenne pour sauver l'Héraclite des dégâts causés par le cyclone Hugo. Le prix de la liberté, c'est l'éternelle vigilance, surtout sur un bateau. Si vous n'attachez pas vos cordages correctement, si vous ne vous ancrez pas là où il faut, si vous ne surveillez pas les vents, si vous n'avez pas l'œil sur tout en permanence, alors vous coulerez, c'est sûr et certain. C'est comme un guerrier tout le temps à la limite entre nager et couler. C'est ça le prix de la liberté. C'était terrifiant de voir ce bateau qui nous avait emmenés tout autour du monde. Il était là, mourant. To give you an idea about time, the whole thing went really fast. Actually, it went maybe between the Pour first vous donner une idée, cela s'est passé très vite. when I called actually Entre le premier craquement et le moment où j'ai donné l'ordre de quitter le bateau. I don't know. Probably 15 minutes. Il s'est passé 15 minutes. Well, what it means, what abandoned ship means is that you leave the ship. Ce que signifie quitter le navire, Well, you abandon ship to save your own life, basically. That's what it comes down to. cela veut dire en réalité sauver votre vie. So people jumped off, and it was actually that bad. He had already Les gens ont jumped sauté on sur the le dock, quai, le actually, bateau to était get à un off. point tel qu'il devait s'y hisser. I was counting, and there was one guy missing. So I started running around the ship Je looking les ai for that comptés, il en person. manquait un. Alors j'ai couru dans tout le bateau And I found him in the et engine je l'ai room. trouvé dans la salle des machines. And pulled him up. And well, to kind of explain that Je l'en ai it's extirpé probably en lui time faisant to comprendre qu'il était temps de sauver get off notre peau. for all of us. One of these science fiction movies when the world just had stopped. C'était comme dans un film de science-fiction. Le monde s'était arrêté et j'étais le seul survivant, essayant de trouver mon chemin à la rencontre de quelque chose, de quelqu'un qui racontait ce qui venait de se passer. To tell what happened, but somehow we got through. Somehow we got actually through to Mais je ne sais pas comment j'ai réussi à téléphoner à Gay and et je lui ai dit
le bateau vient de couler. and said, the ship just sank. Dans les 24 heures, une équipe de 5 personnes s'est envolée à bord d'un DC-4 pour sauver le bateau. Et ça a été le dernier avion à atterrir à Porto Rico. Freddie was rather extraordinary in his idea because he realized in Freddie a eu une idée de génie. Il a réalisé qu'il fallait extirper le bateau du fond et le faire remonter d'un seul bloc. En revanche, les autres bateaux étaient soulevés par une grue, par la poupe ou par la proue, et c'était terrible de les voir littéralement craquer comme une coquille d'œuf. On a réalisé au cours de cette opération et avec l'expérience que ça a été la plongée la plus risquée de notre vie. Le bateau avait coulé par 10 mètres de fond. Et à cause de la pluie et de la tempête, l'île tout entière avait déversé ses eaux dans le port. Pour plonger, on devait se couvrir le visage avec de la vaseline et une équipe nous désinfectait les yeux et les oreilles avec de l'eau oxygénée. Parce que l'eau du port était couverte de pétrole, de seringues et d'acide de batterie. C'était un chaos inimaginable. L'eau était tellement sale que je devais utiliser ma lampe frontale pour vérifier ma jauge. Et je n'arrivais pas à la voir. J'ai éclairé mon masque et j'ai découvert qu'un papier s'était collé dessus. On ne pouvait rien voir. C'était le noir absolu. Christine, qui venait d'arriver d'Allemagne, a sorti tout de suite les livres du bateau. On les a mis dans un congélateur et on les a séchés par une technique de réfrigération à sec. C'est ainsi qu'on a pu sauver la plupart de nos 1000 livres en même temps que notre bateau. to starboard. La dernière acquisition de l'Héraclite, c'est le studio de la mer. Le studio de la mer, c'est un banc de montage complet qui se trouve sous la ligne de flottaison. C'est là que l'on fait nos montages. Au fur et à mesure de nos voyages de récif en récif et de culture en culture, on peut réaliser de petits films que l'on transfère sur notre site web pour que les gens s'informent sur les coraux. Où se trouvent-ils? Qu'est-ce qui leur arrive? Sont-ils en bonne santé? Qu'arrive-t-il aux gens qui vivent à proximité des coraux? En quoi leur survie en dépend? Qu'arrive-t-il à ces récifs? Tout en enregistrant ces évolutions globales, on poursuit notre route autour du monde en produisant tous ces films. Ciao, salut. Au revoir. Qu'est-ce que tu nous prépares? Tiens, attrape. That's gross. Now I'm gonna smell
Et maintenant, je vais sentir le poisson. Je dois aller me laver les mains. C'est du follet? Je les ai attrapés hier soir pendant que tu dormais. Combien tu en as attrapé? Combien? Une vingtaine? C'est des empereurs? Oui. La cuisine, c'est de l'alchimie. Et tous les sens sont là. L'odorat, le toucher, la vue. Ça joue beaucoup sur l'humeur du groupe aussi. Si le repas est pas bon ou est pas très, est pas correct, etc., ça va définitivement jouer sur l'humeur, sur mon humeur aussi. En tant que Français, la bonne bouffe c'est important. Et s'il y a 2-3 plats de ratés de suite, ça va barder. Ok. Off the ship, Michelle. Raj, are you going now? Yeah. Yeah. Off, yeah. Yeah. See ya. Mon père est de Ranonga et ma mère de Simbo, dans les îles Salomon. Je veux être avec les requins, je veux les toucher. Les anciens comme ma grand-mère et mon arrière-grand-père, depuis de nombreuses générations, vénèrent le requin. Le requin nous protège. Il prend soin de nous. Peut-être qu'ils me comprennent. J'ai rencontré Johnny, Gay et Laser lors d'une expédition en montagne. Et c'est là que j'ai vu le bateau pour la première fois. Et il y a eu une guerre civile. Les Solomon étaient en chamboulement, il fallait qu'on parte. Il y a eu des coups de mitraillette qui étaient tirés, il y a eu plusieurs morts près de Gizo. On a dû partir très très vite, donc on est parti. Eddie est venu avec nous. On arrive avec 10 nationalités différentes sur un endroit. Admettons une petite île. L'impact
de cet événement va changer tout le monde. Ça va nous changer nous et ça va changer les personnes avec qui on est en contact. On vient ici aussi apprendre. Par exemple, admettons, on arrive à Simbo. L'Héraclite va donner des informations sur l'état des coraux de Simbo. That coral can grow this much in 1 year. This is very quick. Si on veut dire en échange, on va nous apprendre une danse guerrière d'anciens chasseurs de tête, de Simbo, qui a été transmise depuis peut-être 30 000 ans. Il y a un échange d'informations qui se fait. Vous voyez ces 8 spirales, et la 9e atteint la transcendance. Le 8 est le nombre de l'accomplissement, et le 9 mène à la transcendance. And the bottom of toes to see people. See people! Nous vivons déjà sur le vaisseau spatial Terre. Nous vivons sur le vaisseau spatial Eau et Terre qui flotte dans l'espace. Il navigue à grande vitesse à travers l'espace. C'est comme notre biosphère et le dôme au-dessus de notre monde. Nous y vivons et voyageons extrêmement vite à travers l'espace dans notre vaisseau spatial. En fait, nous sommes déjà dans notre navette spatiale en tant que gens de l'espace, et notre air, notre eau et nos ressources vitales, les coraux et les forêts tropicales importent beaucoup pour notre avenir. Pour moi, le lien entre gens de la mer et gens de l'espace, c'est l'enjeu de toute ma vie. La galaxie est un superbe terrain de chasse à notre portée, pas seulement après notre mort, mais aussi de notre vivant. Il est probable que les galaxies soient peuplées si nous y trouvons d'autres planètes habitables, autour d'autres soleils, dans d'autres systèmes solaires. Je pense que les futurs projets de l'humanité devront intégrer la galaxie. La galaxie, le système solaire et notre Terre. La plongée est l'une des rares occasions sur cette planète d'expérimenter l'état d'apesanteur. Et il n'y a rien de mieux que de se laisser aller et flotter dans le grand bleu pour arriver à se rapprocher de la sensation de flotter dans l'espace. Il y a de grandes similitudes à voguer parmi les étoiles. On rompt les amarres et on prend le large. Soudainement, on se retrouve au milieu de l'océan. Il n'y a plus de terre et on flotte dans l'océan bleu. Et ce sera comme les cosmonautes. Un jour, notre futur sera de mettre les voiles vers l'infini étoilé et d'y voguer dans un petit vaisseau spatial, un peu comme ce bateau. À bord, on a toujours été cet explorateur de l'espace. On n'a jamais fait de différence. C'est vraiment ce lien, cette évolution, qui nous enverront dans l'espace pour de véritables voyages. Les petits garçons ont toujours beaucoup d'imagination, mais elle est étouffée par la culture de la pensée unique. Et peu à peu, ils deviennent des simulacres de ce qu'ils étaient. Le petit garçon est connecté à la galaxie.
Il est réceptif à tout. D'ailleurs, il ne se sent pas petit, il se sent garçon. They're boys. Like boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Cela ne pose aucun problème d'être un petit garçon. Dans la Bible, il est dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». En fait, ça veut dire « Ne deviens pas adulte ». C'est dit par un auteur américain, mais c'est aussi un proverbe européen. L'humanité est un bateau d'idiots, mais pour les grandes personnes. Alors que l'Héraclite, c'est le bateau des rêves, et bien des rêves se réalisent sur l'Héraclite. And just my many kisses.